Cette conférence va maintenant être enregistrée. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette quatrième session de l'ensemble des cours prévus sur l'apprentissage de l'apnée bien-être. Dans cette session, on va s'intéresser aux basiques sur la compensation. Alors, je renvoyerai de temps en temps sur certains sujets sur les exercices que j'ai pu faire ou sur les particularités que je vais vous donner qui ont déjà été évoquées dans les sessions auparavant sur la compensation. Là, je vais le compléter en abordant les basiques de la compensation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, j'ai absolument pas du tout m'intéresser sur ce qui se passe ni au niveau de l'oreille, ni au niveau de la compensation en elle-même. C'est-à-dire que je vais faire en sorte de dire que même si on peut travailler ces exercices-là, il est complètement inutile de les travailler si les premières parties, c'est-à-dire les basiques qu'on va voir maintenant, ne sont pas respectées. Et vous allez voir que d'ailleurs, en cherchant à résoudre les basiques que je vais vous donner là, sans même chercher à évoluer de quoi que ce soit au niveau de votre technique de compensation, eh bien rien que ça vous rendra à l'aise facilement jusqu'à 30-35 mètres avec ces éléments qui sont là. Ce qui est important à comprendre, c'est que du coup, parmi les éléments qui sont là, c'est des incontournables avant de parler de technique de compensation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai un élève qui est avec moi, si il a les défauts que je vais vous montrer là, je ne parle pas encore d'évolution des techniques de compensation à aucun moment, parce que ces défauts que je vais vous montrer là, qui sont assez fréquents, si vous les traînez avec vous, j'ai beau vous faire améliorer ce que vous avez là, ça ne marchera pas pour autant. D'accord? Donc, je vais insister sur le fait de dire que quand on est débutant, on ne fait pas exprès d'avoir ces défauts-là, c'est évident. Et c'est pas évident de s'en rendre compte qu'on les a. Donc, c'est là que vous aurez besoin d'un copain pour vous aider à évoluer là-dessus. Je vais vous expliquer comment. Et ainsi que des caméras pour que vous puissiez vous voir et essayer de corriger les défauts en question. Et puis, c'est là aussi que prend toute l'utilité quand même d'avoir un moniteur qui est là pour vous aider, pour vous faire mettre sur le doigt ce qui est important dans ce que vous faites qui n'est pas adapté. Et également, pour tous les moniteurs qui sont dans la salle, je sais qu'il y en a plusieurs, c'est d'abord ça que vous devez regarder, c'est d'abord ça que vous devez résoudre avant de faire évoluer quelconque problème de compensation. Pour moi, il n'y a aucun problème de compensation à traiter si les points qui sont là, qu'on va aborder ensemble, ne sont pas traités. Alors, déjà, clairement, on va quasiment balayer les gens qui compensent sans les mains et les gens qui compensent en bas, ça va. Alors, ça veut dire quoi? Alors, ceux qui compensent sans les mains, d'abord, on les déteste en général. Bon, mais une fois qu'on a fini de les détester, oui, mon amour. Oui, mon amour. Oui, non, enfin, c'est une façon de parler quand on dit qu'on les déteste. C'est juste qu'on est jaloux. Voilà. Euh, mais bon, en tout cas, le principal problème qu'ils ont, c'est de mettre de l'air dans leur masque. Autant dire, c'est pas un problème très compliqué. Dès qu'ils savent mettre de l'air dans leur masque et qu'ils savent y penser, les oreilles, ils arrivent à les faire passer derrière. Encore faut-il y penser. Comment? Ouais, Jamal, est-ce que tu peux atteindre ta caméra? Merci. Donc, juste effectivement, ceux qui compensent sans les mains, si vous ne le savez pas, vous devez focaliser absolument à ce que votre masque soit rempli en air. Sinon, quand vous allez faire le geste, ça ira pas dans l'oreille. Donc, pensez à ça. Ceux qui font Vassalva, purement, c'est-à-dire ceux qui ne forcent uniquement avec le ventre, je vous inviterai à prendre le cours, le cas échéant, que j'ai fait sur le passé, sur les 3 techniques que vous pouvez avoir. Euh, et que donc vous êtes régulièrement bloqué à 6-7 mètres tête en bas et que vous arrivez à descendre à peine plus, disons une quinzaine tête en haut, ça veut dire que vous faites du Vassalva et ça veut dire que clairement, c'est une technique qu'il faut apprendre à évoluer, qu'il faut changer. Et c'est pas du tout les propos que je vais avoir maintenant parce que c'est vraiment, d'abord d'une, c'est un cursus spécifique. Et de deux, ça concerne moins d'1% des pratiquants, donc je ne peux pas faire un cours, en tout cas maintenant, sur ce petit pourcentage-là. Si vous avez cette problématique-là, on peut la résoudre, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. D'accord? Donc du coup, dans ce sujet-là, je vais m'intéresser à tous ceux qui font Frenzel, même s'ils ne le savent pas, ou un Frenzel mélangé à un Vassalva. Et donc pour ça, on va s'assurer d'une chose, vous allez vous mettre devant un miroir où vous regardez, d'accord? Vous allez chercher à compenser plusieurs fois rapidement, plutôt qu'à faire ça avec de la force, parce qu'il n'y a aucun intérêt de faire de la force dans l'exercice que je vais vous faire là. Mais en tout cas, essayez de le faire plusieurs fois rapidement, en mettant votre doigt ici. Et si vous sentez quelque chose qui bouge là, c'est-à-dire votre langue dans l'occurrence, qui est juste ici, et que vous sentez que chaque fois que vous bougez quelque chose ici, il se passe quelque chose dans vos oreilles, bienvenue, vous faites Frenzel, comme 99% de la population. Donc, le cours que je vais faire là s'adresse à 99% de la population qui compense avec les mains et qui font Frenzel. La première chose sur laquelle je vais donc vouloir insister quand moi j'ai un élève qui compense, c'est sur son rythme de compensation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très régulièrement, surtout chez les débutants, j'en vois qui attendent de ressentir quelque chose pour compenser.
C'est une grave erreur parce que si vous ressentez quelque chose, ça veut dire que déjà à ce moment-là, votre oreille, elle subit quelque chose, elle est déjà, on va dire, pas bien, et que vous essayez avec toute votre force de la rétablir comme il faut. C'est une erreur tactique et donc c'est une erreur en plus qui peut créer des accidents. Donc avec évidence, je veux voir quelqu'un, idéalement qui met un petit bout de compensation en surface avant de descendre, qui lorsqu'il fait de l'immersion libre compense à chaque mouvement de main. D'accord. Donc c'est pas tiens, j'en fais deux, trois, je compense, j'en fais deux, trois, je compense. Non. Quand on descend, à chaque mouvement de main, en l'occurrence on le verra quand on fait le geste de compensation, le geste d'immersion libre, pardon, je compense, hop, j'avance. Je compense, hop, j'avance. Je compense, hop, j'avance. Ça, c'est pour l'immersion libre. Systématiquement. Ceux qui sont en bipalme, on met la main là, on l'enlève pas d'ici. Les gens qui font comme ça, c'est une grosse erreur aussi. Donc, je la garde là, comme ça, et je descends simplement, de temps en temps. Et donc, je veux voir quelqu'un qui compense au moins 2 à 3 fois dans la zone 0,5 mètres minimum, et qui ensuite va compenser régulièrement tout au long de sa descente. Donc, je dois absolument compenser régulièrement et je dois toujours être plus gonflé que dégonflé. C'est-à-dire que trop compenser, c'est mieux que pas assez. De toute façon, vous mettrez que la même quantité d'air dans l'oreille, vous le faites juste en plus de fois, c'est pas grave, c'est pas si fatigant que ça. Donc, il vaut mieux le faire trop que pas assez. Donc, première chose à regarder, s'assurer que le rythme est bon. Deuxième chose à s'assurer, premier défaut que notamment on voit régulièrement chez les débutants, la position de la tête. Alors pourquoi? Je regarde le fond, c'est effectivement pas bon, ça m'attire en arrière, je suis tout courbé, c'est pas génial. Bon. Mais je vois aussi beaucoup de gens, et notamment des gens plus expérimentés, qui arrivent, qui descendent, et puis qui à un moment donné sont bien tête droite, tout va bien, ils se disent est-ce que je suis loin du fond? Putain, ça va un peu moyen, la compensation est moyen, et je regarde le fond, ah putain, c'est encore un peu loin, et puis là, comme par hasard, j'ai un problème de compensation. Pourquoi est-ce que j'ai un problème de compensation? Ben, c'est relativement simple, on utilise notre langue pour commencer. Donc ça veut dire que clairement, c'est un geste, la langue va venir écraser de l'air qui se situe là. Si jamais je regarde le fond, comme ça, je tire sur l'organe qui va me servir à compenser. C'est comme si je voulais avancer mon bras, puis que quelqu'un me le retenait comme ça, puis je dis, mais si je veux l'avancer, t'inquiète pas, je vais y arriver quand même. Bon, clairement, ça veut dire que la position de tête qui regarde le fond, c'est pareil, ça marche pas. Si j'ai quelqu'un, je l'accompagne à 13, 14 mètres, 15 mètres, il regarde le fond, il me dit, je vais un problème de compensation, la fois d'après, je lui dis, regarde pas le fond. Déjà. Je verrai si tu as un problème de compensation, mais si tu regardes le fond, de toute façon, tu me tires sur l'organe qui me sert à compenser. Donc, regarde les fonds, interdit. D'abord, on sait que c'est pas une bonne idée, session numéro 1 du début de la semaine, ok. Mais surtout, ça crée des problèmes de compensation. Donc, la tête, avec évidence, j'y veille. Deuxième élément qui là commence à être un petit peu plus délicat et qui va demander la présence d'un copain, c'est de s'assurer, est-ce que j'ai les jambes tendues? Alors ça peut paraître con, mais si vous saviez le nombre de personnes qui sont naturellement dans cette posture, comme ça, jambes tendues, fesses serrées. En immersion libre, c'est très fréquent. Et en bipalme aussi, tout crispé des jambes. On verra après comment est-ce qu'on le gère pour la partie bipalme. Mais on va commencer déjà pour vous faire comprendre par rapport à l'immersion libre. Si vous avez du mal à descendre, franchement, cherchez à apprendre à descendre en bipalme, c'est plus compliqué. Donc, apprenez à descendre en immersion libre dans un premier temps. C'est ce que moi je préconise. Ça vous permettra d'être à l'écoute d'une chose, c'est que vos jambes, alors que vous ne vous en servez pas, ne doivent pas être tendues. Tendues, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être du tout comme ça. C'est-à-dire que là, vous voyez, moi, mes jambes, là, elles sont détendues. Je peux, sans aucun problème, faire bouger mes muscles, mes cuisses. Elles sont pas crispées. Je peux me plier les genoux, vous savez, avec le copain qui vient derrière, là, comme ça. Elles sont pas crispées. Si dans l'eau, vos jambes sont tendues, ça va créer un problème de compensation. On verra après juste pourquoi. Mais donc, ça veut dire que, avec certitude, je dois avoir les jambes détendues. Et si on n'est pas sûr, parce que très régulièrement, on est persuadé que c'est pas le cas, qu'on est du coup complètement détendu, c'est là que sert le copain, c'est là que sert le moniteur, qui va venir vérifier qu'il est capable de bouger votre jambe, comme ça. D'accord? Vous êtes en train de descendre tranquillement en immersion libre, comme ça, et vos jambes doivent être détendues. Alors là, qu'on soit bien clair, ça, c'est 90% des débutants. Et 50% des gens qui bloquent à 20 mètres, 20-25 mètres, ils sont jambes tendues. D'accord? On va évoquer après pourquoi est-ce que c'est important que les jambes doivent être détendues. Mais avec évidence, c'est un sujet qu'il va falloir commencer à travailler. Et moi, je ne travaille pas la compensation si j'ai quelqu'un qui continue à avancer les jambes tendues. Et une fois que la personne sait détendre les jambes, et seulement une fois qu'elle sait détendre les jambes, je vais m'intéresser si elle est capable de détendre ses fesses.
Je m'explique, c'est important. Je ne vais pas me focaliser de savoir si elle est capable de détendre ses fesses tout de suite, si elle a les jambes tendues. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne musculaire qu'on va essayer de s'intéresser là. Ça veut dire que mon objectif, ça va être qu'à un moment donné, je puisse relâcher un petit peu le ventre, un minimum. Mais je ne peux pas espérer être ventre détendu si je suis jambes crispées et fesses serrées. D'accord? Cette posture-là, cette posture tendue comme ça, c'est une posture qui va entraîner naturellement un gainage abdominal, qui va faire que vous serez tout tendu au niveau du ventre. Et qu'en étant tout tendu au niveau du ventre, vous allez me laisser la glotte ouverte. Là, je vous renvoie encore vers le cours sur la compensation que j'ai pu faire. Mais donc, ça veut dire une chose simple, c'est que vous dites, ah, comment est-ce que je fais pour avoir la glotte fermée et éviter le problème? J'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas résoudre un problème de glotte fermée si vos jambes sont tendues et vos fesses sont serrées. D'accord? Donc, c'est un élément basique. Ça commence par ça. Vous devez apprendre à détendre vos jambes. Les fesses, c'est une étape suivante. Vous faites 2-3 descentes, vos jambes sont détendues. Maintenant, je m'intéresse à mes fesses. Ça va avoir deux conséquences. La première, je vous assure que ça va rendre vos descentes beaucoup plus confortables. Parce que naturellement, le fait de décrisper cette zone-là, ça va vous détendre la partie ventre et ça va laisser vos poumons diminuer en volume. Vous allez du coup vivre votre apnée beaucoup plus dans le confort si vous avez le cul desserré. Je vous assure, ça va peut-être rigolo, mais c'est le cas. Mais en plus, effectivement, le fait de détendre cette zone-là va vous aider plus facilement à mobiliser l'air que vous avez là pour l'envoyer ici et va vous faciliter la fermeture de la glotte. Ça veut dire une chose importante, ça veut dire que pour moi, envisager de résoudre des problèmes de compensation, si vous ne commencez pas à vous intéresser à la crispation des jambes et à la crispation des fesses, c'est que naturellement, vous avez tout tendu là et que vous allez de toute façon avoir un problème ici. Et le problème que vous avez ici, ça va entraîner un problème là. D'accord? Et c'est pour ça que pour moi, c'est compliqué d'apprendre à faire de la profondeur en bipalme parce que du coup, bipalme, ça va souvent engendrer un geste ici qui va vous crisper naturellement et vous n'allez pas vous rendre compte qu'en fait, vous êtes crispé là et que cette crispation va entraîner des problèmes de compensation. Donc, pour moi, on ne s'intéresse à la profondeur qu'à partir du moment où on sait le faire sans se servir de ses jambes. D'accord? Donc, c'est pour ça que l'apprentissage de la bipalme est une étape qui suit. D'abord, je découvre la profondeur, ensuite, je la découvre en bipalme. Je ne découvre pas la profondeur en bipalme parce que cette crispation que vous allez avoir ici va être entraînée par votre geste de bipalme. D'accord? Donc, véritablement, je m'intéresse aux jambes, aux fesses. Dernier élément lié à la posture, c'est véritablement de s'intéresser également à ce qu'on appelle torse bombé. La position soldat, c'est quoi? C'est celle-là. Alors, je vois beaucoup de gens qui disent, moi, je regarde pas le fond, d'accord? Je suis comme ça, d'accord? Donc, tête ultra rentrée, comme ça, torse bien bombé, comme ça, belle courbure au niveau du dos, comme ça, et j'avance et je progresse comme ça. Alors, cette posture-là, elle a un problème, c'est que du coup, elle m'ouvre la poitrine en grand. En m'ouvrant la poitrine en grand, en la verrouillant, sachant qu'encore une fois, c'est ici que je dois prendre de l'air pour aller là. Premièrement, ça va me créer un fort inconfort. Et deuxièmement, ça va du coup m'empêcher de pouvoir prendre de l'air ici pour le mettre là. Donc, tous ceux qui sont en train de descendre et qui sont comme ça, fesses serrées, jambes tendues, alors là, j'ai combiné tout ce qu'il faut pour bloquer à moins de 20 mètres. D'accord? Et donc, clairement, là, c'est pas un problème de compensation que j'ai. Ce que j'ai, c'est un problème de posture dans l'eau qui fait que du coup, à la fin, j'ai un problème de compensation. Okay, donc c'est pour ça que ça fait partie des basiques de la compensation. Donc je ne m'intéresse pas non plus à ce qui se passe ici, si de toute façon, je n'ai pas la capacité intellectuelle de dire ah c'est bon, je sais que mes jambes sont détendues, ah c'est bon, je sais que mes fesses sont détendues, et ah c'est bon, je sais que mes épaules sont en avant naturellement. Je ne suis pas comme ça, d'accord? C'est-à-dire entre guillemets, je pourrais aller toucher l'autre hanche là, ce ne serait pas un problème. Si je suis comme ça, je ne peux pas aller toucher l'autre hanche là. Si je suis comme ça, je peux aller la toucher, c'est pas un souci. Je peux aller toucher un plomb qui est ici, par exemple. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si je ne suis pas dans ce contexte-là et qu'on me dit j'ai un problème de compensation, la première chose que je cherche à résoudre chez l'élève, c'est ça. Parce que ça, c'est des éléments bloquants. Dernier élément, pour moi, il me paraît délicat de travailler la compensation si on n'est pas en phase de couler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous me dites, moi, je veux atteindre 20 mètres, ou si je veux atteindre même 18 ou 22, mais que finalement, je commence à avoir des difficultés à partir de 15, mais qu'à 15, vous êtes encore en train de faire des mouvements, en train de palmer ou encore en train de vous tirer. Vous entraînez avec vous tellement de crispation parasite que du coup, d'une, vous ne pouvez pas vous concentrer sur ce que vous faites, et de deux, c'est peut-être ces crispations parasites qui vont entraîner les difficultés que vous allez rencontrer quelques mètres plus bas. Donc,
la compensation, normalement, dans les 15 premiers mètres, doit être quelque chose de facile. Si ce n'est pas le cas, déjà, commencez à résoudre ça. Si finalement, ce n'est pas facile, restez longtemps à 10-15 mètres pour travailler vos exercices et faire en sorte que vous puissiez être confort dans cette zone-là. D'accord? Et je ne commence à aborder la profondeur ainsi que mes problèmes de compensation au-delà de 15 mètres qu'à partir du moment où je suis en coulée. Relax, fesses détendues, jambes détendues. Et là, je commence à dire, au fait, est-ce qu'effectivement, ma langue, elle est bien comme il faut? Est-ce qu'effectivement, mon ventre est bien détendu? Est-ce qu'effectivement, j'ai de l'air? Tous les exercices que je vous ai proposés dans le cadre des sessions sur la compensation. Mais tant que tous ces éléments-là ne sont pas résolus, tant que ces basiques-là ne sont pas en place, ne parlez pas de problème de compensation, vous n'en avez pas. Vous avez des problèmes de non-respect de ces basiques-là. Voilà, j'espère que cette partie de la séance vous a plu. Maintenant, eh écoutez, ah non, excusez-moi, j'ai oublié les exercices à sec. Les exercices à sec. Eh bien, pour moi, ils vont être très simples. Deux types d'exercices à sec. Le premier, pour les débutants et ceux qui ne sont pas débutants mais qui viennent de découvrir ce que je viens de dire. Eh bien, vous allez vous apprendre à faire une chose. Je vais vous demander d'identifier 10 fois par jour. C'est bien un minimum. Un moment où vous avez les fesses serrées pour rien. Tiens, je viens de détecter un, par exemple. Je suis sûr. Comment? Le périnée, les fesses, c'est pareil. C'est plus compliqué. Le périnée, il y a plein de filles qui savent ce que c'est, machin. Il y a plein de gens, le périnée, c'est plus compliqué. Mais effectivement, la cible que l'on cherche, c'est le périnée. Mais si déjà vous pouvez me détendre les fesses, c'est pas mal. Si vous pouvez aller jusqu'au périnée, on est au top du summum. D'accord? Mais déjà, les fesses, c'est la base. Ben, je suis sûr qu'au moment où je vous parle, vos fesses, elles sont serrées alors que ça ne servait à rien. C'est un réflexe, c'est une habitude qu'on a, c'est une habitude posturale de gens qui se tiennent debout. Sauf que là, on est dans l'eau, le point d'équilibre, c'est pas le même, on n'a plus besoin, vous devez apprendre à les desserrer. Donc, 10 fois par jour, vous mettez une alarme si vous voulez, faites ce que vous voulez, vous apprenez à me desserrer les fesses. Et vous verrez que lorsque vous serez à 10, vous pouvez passer à 30, il n'y a aucun problème, parce qu'il y a au moins 30 fois par jour, on peut apprendre à desserrer les fesses et que ça ne sert à rien. D'accord? Donc, l'exercice pour vous, c'est ça. Et l'exercice pour ceux qui ont plus d'expérience, ben là, je vais vous renvoyer sur la partie exercice de compensation, prendre les détails par rapport à ça, mais c'est de faire le fameux enchaînement qui est de dire langue qui descend, air que j'arrête de souffler en relaxant le ventre et écrasement en faisant passer l'air de la bouche par le nez. Si ça ne vous parle pas, vous allez voir le cours que j'ai fait sur la compensation, ça vous parlera. D'accord? Les entraînements pour améliorer la compensation, c'est ça. C'est maintenant que je passe aux fameuses questions. Je vous écoute tous. Lucrine, est-ce qu'il y a des questions écrites? Non. J'espère que j'ai été clair déjà dans mes consignes. Oui, Pascal. Ah, je me demandais si on était encore connecté. Merci, j'ai une question. C'est JC. Salut JC. Salut, bonjour tout le monde. J'aurais une question, juste une confirmation quand tu fais la technique de compensation au niveau de Frenzel et quand tu fais la technique, tu as le ventre qui gonfle, c'est que tu as ouvert la glotte quand tu compenses. Frenzel le ventre qui gonfle, c'est que de l'air est passé par derrière et que c'est mal fait le geste. Ça dépend parce que regarde, si je veux mettre de l'air, là, tu vois, j'ai plutôt tendance à la serrer pour que ça envoie. D'accord? Mais si je relâche mes muscles, mon ventre, il tombe. Oui. En plus, là, il tombe bien, le confinement est passé par là. D'accord? Donc, mon ventre, il tombe. Donc, en tombant, il gonfle. Donc, tu vois, ça dépend de ce que tu veux dire là. Est-ce que tu as l'impression qu'il gonfle parce qu'effectivement, tu appuies dessus? Je vous rappelle à toute facilité que quand vous êtes tête en bas, tout l'air, il appuie sur l'estomac et autres, donc naturellement, ça a tendance à vouloir rejoindre la surface. Ok. Et donc, du coup, nous, on prend cet air et on appuie pour qu'il remonte. Donc, dans ta description, j'ai une petite difficulté, c'est de dire est-ce que il gonfle parce que finalement, tu appuies dessus de sorte à faire remonter l'air, ou est-ce qu'il gonfle parce que justement, tu viens de le relâcher, en le relâchant, l'air vient de prendre sa place. Ouais, faut que je repratique. Là, il se marre, je sens qu'il y a un pic. Alors, il y a une première question. On demande dans le cadre de la descente en brasse. Oui. Alors, la problématique est la même. Vous devez apprendre à faire de la brasse ventre détendu. D'accord? Moi, je compense toujours avant un geste de descente. D'accord? C'est-à-dire que avant que je mette mon coup de jambe et mon coup de bras, c'est là que je surcompense mes oreilles. Vous devez apprendre à faire le geste. Alors, on va en parler ensemble quand on fera la brasse, le geste de brasse, avec certaines zones du corps complètement détendues. Donc, il n'y a pas de différence
entre la brasse et pas la brasse. Juste, si je peux me permettre, on n'apprend pas à découvrir la profondeur en brasse parce que c'est une complexité technique supplémentaire. D'abord, on découvre le jeu de la profondeur et ensuite, on le fait en brasse. Deux questions encore. D'abord, il demande comment le copain vérifie la détente des fesses. Comment le copain vérifie la détente des fesses? Eh bien, c'est assez simple. Pour ça, c'est pas la peine d'aller au centre, d'accord? Vraiment aucun intérêt, parce qu'a priori, là, à part le coccyx qui est tendu, il n'y a rien à vérifier. Donc, pour les petits coquins qui sont parmi vous, aucun intérêt. Le contrôle des fesses, il se fait sur le côté ici. D'accord? Vous venez, vous dites, écoute, je vais venir toucher. Donc, vous venez toucher ici. Vous venez essayer de plier la jambe là, et on remonte, on appuie là, on appuie là, on appuie là, et on touche le côté des fesses. D'accord? Bon, après, le côté des fesses peut être plus ou moins large, je vous l'accorde, hein, mais c'est pas un problème de ça, on accepte. De toute façon, il y a une combinaison avec tout ça, c'est pas un souci. Mais une chose est certaine, c'est le côté. Et puis, si vraiment la personne a besoin, vous pouvez vous rapprocher un peu plus du périnée, mais ça, c'est seulement quand on est très intime. Voilà. Karine demande, Elle est désespérée derrière. Dis-moi. peut-on faire des étirements pour aider les muscles à se détendre? Avant chaque session d'entraînement, je vous le préconise, et même régulièrement pour moi, avant chaque départ, je m'assure, notamment en faisant celui-ci, d'accord? Donc dans l'eau, il est facile à faire, d'accord? Mais je m'assure que cette zone-là est détendue en faisant ça. Et puis après, je viens par exemple prendre et tirer sur ma jambe pour m'assurer également qu'elle est détendue. Nature les épaules, etc. Mais avant chaque départ, que vous avez une plongée profonde, n'hésitez pas à faire quelques étirements, effectivement. Mais je vous rappelle avant tout que le fait d'être détendu, c'est surtout parce que vous relâchez un muscle. C'est pas tellement parce qu'il est étiré. Ouais, se marre, je crains le pire. Non, c'est Philippe. On peut faire des Des On peut faire des proutes. Bah, de toute façon, c'est préconisé. C'est pour ça qu'il faut la piscette, parce que vous pourrez difficilement détendre, voire même quasiment impossiblement détendre le périnée si vous avez envie de faire pipi. D'accord? Et si vous avez envie d'aller aux toilettes aussi, donc faut gérer le truc. Donc soit vous avez pipi auparavant, soit vous êtes équipé d'une piscette, soit vous pissez dans votre combinaison. Non, mais souvent, en fait, ils détendent pas l'anus parce qu'ils ont peur de faire un prout, quoi. Faut pas hésiter, quoi. Ah oui, il détend pas le périnée, effectivement, parce qu'on a peur de faire un prout. Eh ben, écoute, au moins dans l'eau, on partage pas l'odeur, on partage que le bruit, donc c'est pas bien grave. Comment t'as, qu'est-ce que tu dis? Pipi caca prout? Ouais. Bah oui, bah oui. D'abord, d'une, on reste des grands enfants, et deux, on reste des grands enfants. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que déjà j'étais clair sur les problématiques? Oui, Pascal, c'est Marius. Marius, je Est-ce que t'écoute. tu peux repréciser la position de la tête du cou par rapport à l'axe de la colonne vertébrale, Ah, c'est simple. s'il te plaît? T'as vu là, comment tu es devant ton écran là? Eh ben c'est ça. Voilà. C'est simple. Ben, c'est- Droite. Cherchez pas. Faut pas rentrer la tête. D'accord? Faut pas la lever. Faut pas la mettre de côté. Non, juste normal. En fait, c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien à chercher. Attention, cette posture-là, moi j'ai déjà vu chez certaines personnes qui disent non, non, je descends et tout, j'ai des problèmes. J'ai envie de dire, ouais, tu sais que tu écrases juste le muscle qui va te servir à compenser. Là. Il y a la langue. D'accord? Si je vous invite à être comme ça, là maintenant, vous allez voir, c'est très chiant. D'accord? Donc, faut pas imaginer dans l'eau, c'est pareil, c'est très chiant aussi. Le coup de dire, je mets une balle, là, essayer pour voir si je peux descendre à la tête droite, pour moi, c'est l'exercice le pire qui puisse exister parce que c'est le pire, ça sert à rien, ça vous écrase ici et vous pouvez peut-être avoir quelqu'un qui, de temps en temps, vous appuie sur la tête pour dire, tiens, tiens à droite. C'est assez fréquent que moi, que je sais depuis ici, j'ai une bonne résistance avec l'exercice. Donc, je lui prends la tête des fois, puis je fais là, Jimmy, comme ça, je lui tourne la tête. Non, je déconne. Mais en tout cas, je lui fais comprendre que c'est un petit peu trop tendu, un petit peu trop crispé, et que par conséquent, la tête doit être juste droite. Voilà. Il n'y a pas de magie. Juste comme elle est là, ça marche le mieux. Jusqu'à très profond. Ça ne sert à rien de chercher des postures plus compliquées que ça. Bon, impeccable, tu viens de me corriger un défaut. D'accord. Autre chose? Allez, je suis sûr qu'il y a des curieux qui n'osent pas dire quelque chose. Écrivez, hein, je lis. Ou écrivez si vous avez peur que votre voix. Moi, j'aime bien quand tu me touches les fesses, Pascalou. Ouais, mais ça, c'est pas pareil, Cédric, parce que tu as un gros. Je peux pas le dire, il y a trop de monde. Alors, on conseille souvent de détendre la mâchoire. Est-il gênant de serrer les dents tout de même quand on plonge? Quoi qu'on sert, c'est pas génial. Mais a priori, de toute façon, les dents sont en contact la majeure partie du temps quand on en pense.
au moins dans les 30 premiers mètres. Donc, elles sont en contact. Si elles sont crispées, effectivement, ça peut entraîner des courbatures, enfin, en tout cas, des crispations au niveau de la mâchoire qui, malheureusement, peuvent entraîner aussi une fermeture au niveau de la trompe. Techniquement, j'ai tendance à vouloir le déconseiller. Est-ce que véritablement c'est un frein? Pas dans des profondeurs faciles, en tout cas. Une profondeur compliquée, peut-être, mais une profondeur facile, ça doit pas être un problème. Comment éviter de mélanger le Valsalva et le Frenzel, ce que tu as expliqué dans les vidéos précédentes? Desserre les fesses. Ah oui, pardon, excuse-moi, si vous n'avez pas entendu la question, c'était de dire comment est-ce qu'on peut éviter de mélanger Valsalva et le Frenzel. Globalement, vraiment, j'aime bien donner cette image parce que c'est véritablement le cas. Vous savez, la blague qu'on fait, c'est une nerf optique. Si je te tiens un poil du cul, tu pleures. Bon, la blague est faite. Ce qui est certain, c'est que si vous avez les fesses serrées, il y a des chances que vos abdos soient serrés et que vous soyez en train de pousser en même temps de l'air, parce que l'air, il est au niveau du ventre, il est poussé par la flottabilité au niveau du ventre. Je sais qu'il y a des théories qui disent que c'est pas le cas. Moi, aujourd'hui, je suis persuadé que c'est le cas, il n'y a aucun problème. Donc, l'air vient pousser ici et nous, on le prend par là et on essaie de l'envoyer par là. Et donc, du coup, en prenant cet air que je pousse ici et que j'essaie d'envoyer par là, si je continue à faire ce geste-là, c'est comparable à un geste expiratoire. Si c'est comparable à un geste expiratoire, le corps a le réflexe d'ouvrir la glotte. D'accord? Alors que si vous détendez les fesses et que vous laissez justement le ventre tomber et que vous laissez le diaphragme remonter et que vous n'utilisez plus du tout cette zone-là, du coup, on peut avoir un véritable Frenzel efficace. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, les gens ils disent tiens, si je force, ça peut être bien. J'ai envie de dire, plus vous forcez d'ici, plus vous allez ouvrir là et plus vous cassez le geste. Donc, si vous devez forcer, c'est d'ici. D'accord? Donc, en aucun cas, vous obtiendrez la force de là. Vous oubliez, ça ne marche pas. D'accord? Donc, je ne force pas d'ici. Je change d'habitude de dire je force là. Non. Moins je vais forcer d'ici, plus j'ai la chance que ce soit fermé là et plus j'ai la chance que Frenzel passe. D'accord? Donc, pour bien faire la différence entre les deux, très clairement, il faut desserrer les fesses, le périnée. Pascal, c'est Guillaume. Alors, moi, j'ai un petit problème de compression Alors, au reparle niveau devant le de la micro, poitrine. parle devant le micro parce que je suis désolé, on ne t'entend pas très bien sinon. Ah, tu m'entends pas? Ouais, donc je disais, c'est Diméo. J'ai un problème au-delà de 15 mètres. Je me sens vraiment opprimé au niveau de la poitrine et j'ai l'impression que j'arrive plus à envoyer du jus dans la partie de la tête. Tu vois, Ouais, j'ai l'impression que je suis vraiment compressé. ouais, ça fait. Hein. Ben là, clairement, tu prends l'exercice que j'ai dit au début, desserre les fesses, desserre les cuisses, il y a des chances que tu relâches ta sangle abdominale en conséquence derrière et que du coup, tu sois plus comprimé, comme tu es en train de le dire là. C'est assez classique. Hein. Ce que tu es en train d'expliquer là. On commence à rejoindre là, ce qu'on appelle le volume résiduel. Donc, on supporte plus le fait d'être écrasé à ce niveau-là. Il faut absolument apprendre à détendre cette zone-là. Je veux dire, moi, j'ai énormément de personnes, à partir du moment où ils sont desserrés là, ils ont gagné tout de suite 10-15 mètres de profondeur. Donc là, il n'y a aucun doute. En tout cas, avec certitude, si tu n'es pas sûr à 100% que tes fesses sont étendues, que ton ventre est étendu, que tes jambes sont détendues, c'est pas la peine de te poser la question de chercher à aller plus bas dans le confort. Il faut d'abord résoudre ça. Et après, me dire, j'ai encore la crispation, j'ai encore de la douleur, on en repart. Bon, d'abord, il y a 99 chances sur 100 que tu n'aies plus ça. Et ensuite, là, après, on fait face à des problèmes de rigidité thoracique ou de rigidité qui est au niveau de franchement, c'est des cas tellement, tellement hyper rares que je doute que tu sois. Moi, j'ai jamais eu un élève, en tout cas. J'en ai eu plein qui me disent, ouais, 10-15 mètres, j'y arrive pas. Et puis, en détendant le truc, ils vont à 30. Par contre, des gens qui ont des véritables problèmes physiologiques qui fait que ça passe pas, j'y crois pas. Donc, comment déjà par desserrer les fesses? Une question. D'accord. Donc, vraiment se détendre et ça devrait m'enlever ce problème de sensation de couper, quoi. Tu vois? Détendre les jambes et les fesses. J'insiste là-dessus parce que c'est la cible. Parce que les gens qui disent ah, je suis détendu, j'arrive à bouger mes épaules, ma nuque, etc. J'ai envie de dire j'en ai rien à faire parce que c'est pas là que ça compte. C'est là que ça compte. Ok, ben merci. J'ai hâte d'essayer ça. Avec plaisir. Alors j'écoute les questions maintenant. Alors, explique-moi. Comment le masque sans trop perdre d'air demande Fabrice. C'est pas utile. Mets de l'air dans ton masque, t'as ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Après, on verra parmi les astuces qu'au-delà de 20 mètres de fond, tu n'as plus besoin d'en mettre dedans. Mais la quantité d'air que tu mets dans le masque ne te manquera pas. Donc, n'aie pas d'inquiétude avec ça. On est très nombreux à descendre très profond au masque. Et donc à se dire, je mets de l'air dedans, tant qu'on pense plus ou moins le récupérer au retour, voire même ne pas le récupérer, c'est pas bien grave. Non, le volume du masque, à moins d'avoir un masque comme ça, mais si c'est un masque normal, t'embête pas, c'est un faux problème.
Salut Pascal, c'est Sylvain. Attends, juste une seconde, Sylvain. On va Ouais. répondre aux questions écrites d'abord. OK? Jusqu'à quelle profondeur max on peut travailler le relâchement? Jusqu'à quel profondeur max on peut travailler le relâchement? Moi, je suis persuadé qu'il n'y a aucun moment où vous pouvez espérer descendre profond en ayant une quelconque crispation, une quelconque tension. D'accord? Donc, vous devez travailler le relâchement tout le temps. D'accord? Si vous avez l'impression d'être hyper bien détendu, poumon plein, et que vous avez qu'une fosse de 20 mètres, prenez un peu moins d'air et puis on va voir si du coup vous n'avez pas des crispations qui apparaissent. Non, la détente, c'est une des clés de voûte pour descendre jusqu'en bas. Donc on ne lâche pas son relâchement jusqu'en bas. Encore 2 questions. Après, c'est à toi, Sylvain. Et pour le palais mou, si avec tout ça, il est baissé? Laisse-le tranquille, ton palais mou, c'est un réflexe naturel. La seule chose, c'est que des fois, vous ne faites pas attention, votre masque vient se plaquer. Et donc, par la mission de plaquage de masque, vous avez le palais qui vient se coller en haut. D'accord? Mais si votre masque n'est pas plaqué, le palais, c'est un réflexe naturel, il se fait tout seul. Donc, laissez-le tranquille. Il n'y a pas vous n'avez pas à chercher à le contrôler. Amélie? Bonjour Pascal, si on arrive à compenser mieux, cela peut jouer sur la détente du diaphragme et donc retarder le premier mouvement du diaphragme et donc l'envie de faire un demi-tour. Alors, j'ai un doute si je Alors, la liaison, en fait, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'aise sur votre compensation, vous ne serez pas à l'aise sur votre descente. Mais si vous n'êtes pas allé sur votre descente, vous allez créer un problème de compensation. Donc, les deux sont liés. Vous ne pouvez pas espérer résoudre l'un sans l'autre. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas hésiter à être bien sûr d'être bien à l'aise dans une zone où la compensation elle passe. Et quand on est sûr d'être bien à l'aise dans cette zone-là, on peut en profiter pour descendre plus bas. Mais si vous êtes tout tendu, tout crispé, tout machin, puis ouais, ça passe, mais je continue à descendre, et puis que vous avez un problème un peu plus bas, le problème, c'est qu'il ne faut pas être ni tendu ni crispé. Donc, revenez dans la zone où vous n'avez pas de problème de compensation. Assurez-vous, dans ce moment-là, d'être détendu, jambes, fesses, ventre, et ensuite descendez plus bas. D'accord? Parce qu'effectivement, moi je crois plutôt que c'est l'inconfort qui crée le problème de compensation, mais que chacun d'entre vous n'entend que le problème de compensation, parce que vous n'êtes pas conscient de l'inconfort que vous avez. Donc d'abord travailler l'inconfort et ensuite on verra les problèmes de compensation. Sylvain, on t'écoute maintenant. Ouais, donc c'était pour faire complément aussi avec le cours d'hier. On a parlé des plombs de cou. La position suivant les plombs de cou par rapport justement à la langue, à la compensation, est-ce que ça peut jouer? Ouais, alors ça peut jouer. C'est pour ça que moi je préconise vraiment les plombs de cou Chabot qui sont très bien parce qu'ils sont en 3/4 dans cette position-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fermés dans la partie devant. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que du coup on peut arriver à le faire poser sur la mâchoire ici. D'accord? Donc en le posant sur la mâchoire, ça vient s'appuyer dessus. En aucun cas, ça vient vous écraser tous les organes qu'on va avoir à utiliser pour faire la compensation, aussi bien le frenzy traditionnel que le mouse feel pour après. Certains plombs de cou sont complets, sont des boudins. Il faut absolument s'assurer que la taille avec la cagoule, j'insiste, et donc tête en bas. Pourquoi? Parce que si vous le portez, vous le réglez là comme ça, dès que vous avez la cagoule, ça crée une épaisseur supplémentaire, donc du coup, ça va venir se positionner autrement. Donc il faut ajuster la taille pour faire en sorte que lorsque vous êtes tête en bas comme ça, avec la cagoule, ça vienne se poser autour de la mâchoire ici. Si c'est pas le cas et qu'il vient se poser ici, clairement vous changez de plan de cou parce que ça vient ici, là sur la partie de la langue ici. D'accord? Ça doit se positionner sur la mâchoire, mais laisser toute cette zone-là disponible. S'il vient se poser là, c'est bien. S'il vient se poser là, c'est pas bon. Je viens appuyer sur l'organe de la compensation. Il faut changer de plan de cou. Ok, merci Pascal. Avec plaisir. On a fait le tour des questions, il y en a encore. Écrite, plus de questions. Oral, encore une. Eh bien, alors, on va se saluer pour ce soir, alors. On se revoit demain pour un autre sujet. J'ai pas oublié lequel c'était d'ailleurs, mais on le mettra au programme parution ce soir. Et donc, je vous dis demain, 18h, pour l'étape suivante d'apprentissage de votre formation d'initiation au confirmé. À bientôt tout le monde. Peace, ciao. Merci. Ciao. Ouais, salut Pascal. Merci Pascal, salut. Salut Pascal. Avec plaisir. Bonsoir.